salle. Vous me permettez, en attendant que Mme Albanese apprenne la langue arabe et le dialecte tunisien, ça ne va pas tarder. Vous permettez tous et toutes d'utiliser une autre langue, autre que la langue tunisienne, pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue en ce grand moment pour nous, ici même à la faculté de sciences juridiques, politiques et sociales du Tunis, d'accueillir Mme Francesca Albanese pour plusieurs raisons. La plus grande raison, c'est que Mme Albanese est la rapporteuse spéciale pour les territoires occupés, pour les droits, la situation des droits de l'homme aux territoires occupés. Deuxième raison, pour le rapport déjà publié en mars 2024, avec un titre vraiment fort, l'anatomie d'un génocide, et bien sûr, juste après, un ouvrage de Mme Albanese intitulé J'accuse sur les attaques du 7 octobre. Mais je ne sais pas s'il a été traduit parce que voilà, c'est toujours en italien, il me semble, cet ouvrage, mais facile à lire, je vous assure. Donc, pour toutes ces raisons, pour l'attitude et surtout pour ce rapport, et bien sûr, nous lions tout ça à l'actualité. Depuis quelques jours, un cessez-le-feu, depuis 24 heures d'échange des détenus des deux côtés, et surtout, bien sûr, on se pose aujourd'hui la question, où sommes-nous par rapport à cette grande question de ce qu'a subi Gaza depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. L'attitude de l'international, certes, mais surtout, en fait, comment les territoires occupés vivent ce moment. Donc, pour toutes ces raisons, le laboratoire de droit international et des relations Maghreb-Europe, la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, ont pensé organiser cette rencontre, si vous voulez, une conférence débat, parce que le morceau le plus intéressant, c'est ce que va dire Mme Albanese dans un instant. Et sans trop tarder, je cède la parole à Madame la directrice du labo, ma grande amie et chère collègue Salwa Hamouni, pour les mots d'ouverture aussi de cette conférence. À toi la parole, chère. Monsieur le doyen, Madame Francesca Albanese, rapporteure spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, chers collègues, chers invités, chers amis, chers étudiants, l'équipe du laboratoire du droit international et européen en relation Maghreb-Europe est particulièrement honorée par votre présence. L'effacement colonial par le génocide, c'est le titre du rapport qui a été rendu par Madame Albanese en octobre 2024. En le lisant ou même en le parcourant, on ne peut que se demander combien faut-il de conventions, de résolutions, de rapports, d'arrêts, d'ordonnances, de pétitions, de manifestations, combien faut-il de tous écrits justifiés par le droit, par la morale, par les valeurs universelles et par ce que la CIJ appelle des considérations élémentaires d'humanité pour mettre fin à la barbarie d'Israël. Rien que pour Gaza, on décompte plus de 50 000 morts, dont 13 000 enfants, sans compter ceux qui sont sous les décombres. En regardant hier les Gazaouis retourner chez eux, on se demande bien s'ils peuvent ou si la vie est toujours possible pour ces survivants, pour ceux qui en restent en réalité. Madame Albanese nous parlera certes de l'ampleur du désastre ayant donné lieu à des allégations qui concernent des crimes dont on parle de plus en plus aujourd'hui, d'homicide, herbicide, j'ai du mal à les prononcer, c'est tellement on n'est pas familiarisé avec ces catégories, scolasticide, médicide, de génocide culturel et d'écocide également. L'effacement par le génocide sera donc l'occasion d'une mise au point qui nous permettra, encore une fois, de distinguer le droit de la force et la victime du criminel. Je remercie donc Madame Albanese qui a répondu positivement à notre requête malgré tous ses engagements. Je remercie également l'équipe du laboratoire du droit international, notamment Marouane Bouassida et Malim Agrbi, qui ont tout fait pour rendre cette rencontre possible.
Je remercie enfin mes collègues, chers professeurs, les étudiants et les étudiantes, les invités pour leurs engagements, parce que parfois assister à ce genre de débat en ces moments, c'est une forme d'engagement également. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Non, je me donne. Là, c'est mieux. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à ceux-là qui ont soutenu l'organisation de cet événement et m'a venu pour vous rencontrer. La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales et les chercheurs affiliés au laboratoire de droit international, droit européen et relations Maghreb-Europe. Et je suis particulièrement ravie d'avoir été reçue par le doyen Wahid Fachichi. Je suis d'autant plus honorée de me tenir devant vous aujourd'hui pour parler de Palestine à travers mon travail en tant que relatrice spéciale des Nations Unies, vu ma gratitude à ce pays et son peuple. La Tunisie, pendant les dernières années, a été ma terre d'accueil. Dans un moment ça aurait été terrible de me trouver dans n'importe quel pays, soit en Europe, soit en Amérique, soit dans d'autres pays arabes, franchement. Moi, je dis souvent que ça a été quand même un deuil partagé, cela que j'ai ressenti pendant les premiers mois de génocide en me trouvant à Tunis. Parce que n'importe dans quel endroit public on rentrait, on n'entendait pas de musique, l'ambiance était sombre et le peuple tunisien souffrait avec la population de Gaza. Dans aucun lieu dans le monde arabe, j'ai vu ça dans les derniers 15 mois où je voyageais un peu partout. Et aujourd'hui, plus que jamais, alors que le passé ressurgit brutalement dans le territoire palestinien occupé, où le colonialisme de dépeuplement se déploie dans sa forme génocidaire, où les Palestiniens mènent encore une lutte existentielle pour ne pas être effacés ou fatalement subjugués dans le peu qui reste de leur patrie, nous sommes obligés à confronter le passé, aussi inconfortable qu'il soit, et confronter son héritage, tant en Palestine qu'ailleurs. En fait, ce que j'ai compris à travers mon travail en tant que relatrice spéciale, c'est que le colonialisme n'est pas du tout une affaire du passé, et encore tout à fait vivante. Et je veux remercier les étudiants et les étudiantes, parce que ce sont les étudiants du monde entier qui ont le mieux incarné les valeurs de la résistance dans cette période de génocidaire, une période de ténèbres et de désespoir. Ce sont été les gens qui ont osé dire la vérité au pouvoir, avec les campements qui ont émergé dans toute l'université aussi en Europe. En fait, ce sont les étudiants qui nous ont rendus fiers d'être occidentaux, de quelque façon. Les étudiants ont risqué leur avenir en Europe, en Amérique du Nord, pour prendre position là où trop peu osaient le faire, donnant aux Palestiniens un rare sentiment d'être vus, que leur lutte était entendue, qu'il y a au milieu de ce grand immense leur espoir, un espoir que leur humanité soit comprise et partagée. Cela a contrasté fortement avec les réponses des institutions au pouvoir, qu'il s'agisse de leadership politique et pas uniquement en Occident, où les institutions académiques qui dotent les jeunes de connaissances pour façonner leur avenir collectif. Ce sont ces mêmes institutions qui enseignent les droits de l'homme et l'histoire en cours, qui répriment les actions réelles et concrètes de liberté d'expression, de liberté de réunion, le droit à l'éducation des étudiants, qui défendent les droits des Palestiniens face aux réalités
la plus grave. Les étudiants qui amplifient les voix palestiniennes ainsi que le peuple palestinien lui-même doivent affronter des abus et le fait d'être accusés et in fine diffamés alors qu'ils luttent pour être vus et reconnus dans leur souffrance, dans leur humanité. Les universités, qui devraient rester des bastions de l'éducation, de la formation, de l'exercice de la libre pensée, se sont transformées et continuent à se transformer en épicentre d'obscurantisme. Cette tendance a été observée un peu partout, et pas seulement en Occident. Et je me demande si ce pays ne fait pas d'exception. Et dans ce processus, nous tous en souffrons. En d'autres termes, l'obscurantisme est essentiel au maintien du système colonial. Et bien qu'aucune discipline ne soit exempte de cette réalité, les études juridiques se distinguent par un sentiment général de déni. Et pire, à une époque où les crimes les plus abominables continuent à se produire, nos institutions démontrent trop souvent que l'empathie a disparu de leur sein. Et pourtant, comme je l'ai récemment rappelé au sein des Nations Unies lors de la présentation de mon dernier rapport concernant le génocide en tant qu'effacement colonial, c'est l'empathie qui est le lien qui nous unit en tant qu'humanité qui a vraiment disparu. Et on l'a vu de vie et de près dans les derniers 15 mois. La perte de cette empathie s'intensifie aujourd'hui avec des effets dévastateurs pour Gaza et pour le reste de la Palestine et du peuple palestinien, tous. Génocide. Pourquoi j'insiste sur cette qualification en ce moment d'horreur? Et il faut garder bien en tête que malgré le cessez-le-feu, le génocide du peuple palestinien continue. Il ne s'est pas arrêté et il ne va pas s'arrêter. Parce que les Palestiniens souffrent de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité depuis 75 ans, 76 ans. Mais ce qui ne dévoile pas à eux seuls l'ampleur des crimes auxquels les Palestiniens sont confrontés et ne reflète pas avec la justesse le risque sérieux d'effacement auquel ils font face. Le génocide est un crime très spécifique, impliquant un ensemble d'actes: tuer, infliger des dommages physiques ou psychologiques, créer des conditions de vie calculées pour détruire physiquement un groupe, prévenir la naissance ou bien le transfert d'enfants forcés. Et ces crimes, ces actes qui sont des crimes en soi, s'ils sont commis avec l'intention de détruire un groupe en tant que tel, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, alors le crime constitue du génocide. L'histoire, comme l'a souligné l'expert juridique et survivant de l'Holocauste, qui nous a donné le terme génocide, Raphaël Lemkin, nous apprend que le génocide, en tant qu'acte destructeur d'un groupe en tant que tel, est un processus, n'est pas un acte. Il est profondément lié à la violence coloniale. C'est comme ça qu'il a conçu le crime de génocide. Et ce crime commence par la déhumanisation de l'autre, par la négation de l'humanité de ce groupe, et se termine par la destruction totale ou partielle du groupe. La déshumanisation des Palestiniens en tant que peuple est la marque de leur histoire de nettoyage ethnique, de dépossession et d'apartheid qu'ils souffrent depuis des décennies. Et ce qui m'a amené à écrire le rapport que j'ai présenté le mois d'octobre aux Nations Unies, qui était le deuxième rapport sur le génocide que j'ai écrit, parce que le premier s'appelait Anatomie d'un génocide. S'inscrit dans la continuité de ce rapport. 15 mois de documentation d'un génocide. En mars de l'année dernière, j'avais déjà conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire qu'Israël avait commis au moins 3 actes de génocide. Tuer des membres du groupe, causer des blessures corporelles ou mentales graves aux membres du groupe et infliger délibérément au groupe des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique en tout ou en partie.
J'étais loin d'être la seule dans cette évaluation, parce que déjà en janvier de l'année dernière, la Cour internationale de justice avait identifié un risque possible de préjudice irréparable aux droits palestiniens en vertu de la Convention sur le génocide et avait émis des mesures provisoires pour l'arrêter. Et des historiens israéliens, experts en matière de génocide, comme Ras Sigal, Amos Goldberg et Omer Bartov, sont arrivés à la même conclusion dans l'espace de quelques mois. En fait, Ras Sigal était le premier, le 12 octobre. Il parlait déjà de génocide, de ce qui se passait à Gaza comme un cas scolaire de génocide. Confronté à cette catastrophe humaine délibérée, construite sur plus d'un demi-siècle d'occupation et d'apartheid, la discussion autour de la possibilité qu'Israël a commis des actes de génocide demeure étonnamment contestée en Occident. En raison de raisonnements excessivement techniques et réducteurs, certains considèrent que la jurisprudence importante, mais encore en voie de développement, selon eux, rend impossible l'attribution de cette qualification à ce qui se passe actuellement dans les territoires palestiniens occupés, et l'application stricte de l'obligation de la Convention sur le génocide de prévenir le crime des crimes. C'est ce que, dans mon rôle de relatrice spéciale, j'estimais de mon devoir d'aborder, de peur que la possibilité de responsabilité future ne soit de nouveau refusée au peuple palestinien. Et d'où mon deuxième rapport qui prend du recul du premier, pour éclairer le contexte le plus large, pour exhorter tous ceux qui essaient de comprendre la gravité de ce crime à ne pas perdre de vue l'ensemble au profit de détails, à ne pas permettre aux génocidaires d'invisibiliser leurs crimes au milieu des stratégies, des politiques et des actions revendiquées avancées par l'État fautif pour les dissimuler. Certainement, les événements survenus au cours des 6 derniers mois depuis mon dernier rapport n'ont fait que confirmer mes conclusions selon lesquelles Israël mène une campagne génocidaire contre les Palestiniens. Une campagne qui risque sérieusement de s'étendre à la Cisjordanie. Et on le voit aujourd'hui, et pas seulement à Gaza, où 100 personnes ont été tuées entre le moment où le cessez-le-feu a été annoncé et maintenant. Et les gens continuent, les Palestiniens continuent à mourir en Cisjordanie à cause des colons de plus en plus violents et de l'armée qui est complètement enchaînée. Je vous demande donc de prendre quelques instants pour dédier aux pensées aux Palestiniens qui sont confrontés jour et nuit à cette réalité horrifique. À Gaza, les bombardements constants, les tirs de snipers et les frappes d'artillerie d'Israël n'ont épargné personne. Journalistes, étudiants, universitaires, médecins, infirmières, personnes atteintes d'handicap, personnes affamées et sans abri, ou encore travailleurs humanitaires, y compris des membres du personnel de l'ONU. Même dans les prétendues zones humanitaires, selon des estimations conservatrices, l'assaut israélien contre Gaza a tué, blessé, mutilé, enterré sous les décombres au moins 155 000 personnes. Des centaines de familles entières ont été exterminées. Des femmes enceintes parmi les environ 47 000 tués. Et plus que 700 bébés parmi les 17 000 enfants massacrés. Gaza est aujourd'hui un désordre de grave, d'ordures et de restes humains où les survivants s'accrochent à la vie au milieu des privations et de maladies qui s'y répandent. Les Palestiniens piégés là-bas ont subi un niveau de violence sans précédent de nos jours. Prisonniers, torturés, violés, corps mutilés, profanés, pourrissant dans les rues. Destruction de maisons, violation de la vie intime. Déplacements forcés incessants. Dans un territoire rendu invivable, sans aucun refuge ni accès aux besoins les plus élémentaires, tout cela conçu de manière délibérée. Les fosses communes d'où émergent des membres tortus encore attachés à des profusions ou ligotés témoignent d'histoires d'horreur dont les détails sont perdus dans l'oubli. Et c'est ça, ce sont ça les maisons
auquel le président Biden a souhaité aux Palestiniens de revenir. Maintenant qu'il y a le cessez-le-feu. Et pourtant, Israël ne cesse pas son assaut contre les Palestiniens. Parce que rien de ce qui se passe fait partie d'une attaque féroce qui a été pensée comme une attaque sans un but spécifique. Effacer les Palestiniens de ce qui reste de la Palestine. Et je veux porter votre attention maintenant de Gaza à la Cisjordanie. Parce que depuis octobre 2023, les forces israéliennes ont mené plus que 6 000 raids et ont accompagné plus que 800 attaques violentes des colons, tuant 840 Palestiniens, plus que 10 fois le taux de mortalité annuel pendant les derniers 20 ans précédents, dont 170 enfants. Israël a imposé des sièges répétés aux villes et aux camps de réfugiés en Cisjordanie, comme à Gaza. Des infrastructures essentielles, y compris routes, canalisations, d'eau, d'égouts, des réseaux énergétiques, tout cela a été détruit dans le nord de la West Bank en déplaçant 3200 Palestiniens, en dépeuplant 20 communautés et en affectant directement presque 200 000 Palestiniens, dans la plus grande saisie de terre depuis 30 ans. Israël a procédé à des arrestations de masse, comme à Gaza, des universitaires, des avocats, des journalistes, des défenseurs des droits humains et des enfants, désignés arbitrairement comme des menaces à la sécurité d'Israël et comme des terroristes. Ils ont été soumis à des abus systématiques, à la torture et même du viol. La dévastation infligée aux Palestiniens en tant que peuple depuis plus qu'un an, ainsi que la douleur à la perte subie par chacun d'eux, y compris ceux forcés de regarder en exil leurs proches et les membres de la communauté se faire massacrer, calomnier, diffamer, résonnera pendant des générations. Humainement, économiquement et politiquement. Israël a tenté de les déplacer et de s'approprier de leurs terres et d'autres ressources pour finalement les remplacer, et ça ne va pas s'arrêter ici. Israël va continuer si ça ne va pas arrêter. De manière parfaitement surprenante, au lieu de mettre un frein à cette dynamique, et ça c'est peut-être la chose qui m'a fait le plus mal pendant ces derniers 15 mois, c'est qu'une minorité de puissants États membres a fourni un soutien militaire, économique et politique à Israël, exacerbant la dévastation causée. Et l'amnésie coloniale de l'Occident a cautionné le projet de colonisation de dépeuplement d'Israël depuis la naissance même de l'État d'Israël, car son occupation oppressive depuis 1967, la fermeture asphyxiante de Gaza depuis 1993 et ses assauts militaires incessants sur Gaza depuis 2007. Parce que sûrement, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ce génocide en cours est sans doute la conséquence du statut d'exception qui a été conféré à Israël. L'absence de responsabilité a permis à cet État de violer affrontement le droit international, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Assemblée générale, de la Cour de justice internationale, et a permis à Israël de continuer ses actions sans entrave. Le monde goûte maintenant aux fruits amers de l'impunité qui a été accordée à Israël. Ces tragédies étaient tout à fait prévisibles. Et pourtant, la communauté internationale continue de se demander comment elle a toujours fait avec la Palestine, de traiter la situation comme une crise humanitaire chronique à gérer en perpétuité en tant qu'une crise d'humanité, une crise politique à résoudre en ligne avec le droit international comme il faut. Alors que l'histoire de la Palestine illustre comment la pratique internationale perpétue l'injustice malgré le droit international, je rappelle ceci. L'objectif primordial de nous toutes et tous devrait être le respect des obligations internationales et ne pas déterminer ce à quoi la paix devrait ressembler une fois que les parties l'auront atteinte
mettre fin au génocide maintenant, à l'occupation avant septembre 2025. Parce que ça, c'est la date limite que l'Assemblée générale a donnée à Israël pour se retirer, pour retirer ses troupes, pour retirer ses colonies et pour retirer toute forme de contrôle, tangible ou intangible, matériel ou immatériel, visible ou invisible, qu'il garde sur le territoire palestinien occupé, et finalement l'apartheid. Ce sont ceux-là, les trois impératifs prescrits par le droit international, simplement pour permettre aux Palestiniens d'exister, de vivre en liberté, en sécurité et avec dignité. C'est ce qui signifie la justice de la forme la plus simple. C'est cela qui signifie l'humanité de la forme la plus pure. En pratique, cela se traduit par ce que j'appelle un changement de paradigme dans la manière de raconter et d'aborder la question d'Israël et du territoire palestinien occupé. À cet égard, l'avis consultatif qui a donné l'année dernière la Cour de justice internationale qui a conclu que la présence d'Israël dans ce qui reste de la Palestine, le 22% qui reste de la Palestine historique, Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est, est illégal. Ce n'est pas illégal par conduite, parce qu'Israël viole de temps en temps le droit de l'occupation. Non, c'est ontologiquement illégal, parce que c'est une forme d'agression contre notre peuple. Cette occupation cet avis de la Cour de justice internationale, les États occidentaux disent bon, en soi-même pas obligatoire, c'est pas important, parce que le droit auquel la Cour internationale de justice fait référence, c'est absolument obligatoire, c'est non dérogable. Et cette conclusion, cet avis est en lui-même un appel à un changement radical de la manière dont la communauté internationale dans son ensemble engage avec Israël et le peuple palestinien. La communauté internationale ne peut plus rester passive face aux violations flagrantes du droit international d'Israël. La construction de nouvelles colonies doit cesser immédiatement. Celles-là déjà existantes doivent être démantelées au plus vite. Israël doit verser des réparations au peuple palestinien, en Cisjordanie, à Jérusalem, à Gaza. Personne ne parle, tout le monde parle de reconstruire Gaza. Et on voit les Palestiniens transformés dans des gens qui sont forcés à plaidoyer pour leur propre reconstruction. Personne ne pense que ce soit Israël qui est obligé à payer pour tous les dégâts qu'il a causés à Gaza. Et pour tous les Palestiniens qui ont été déplacés depuis le 1967 et depuis le 1947. De plus, la Cour a souligné les obligations des États de ne pas reconnaître l'occupation comme légale, ni de rendre aide ou assistance au maintien de la présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Assurer la pleine mise en œuvre de l'avis consultatif et le respect des mesures provisoires de la Cour est un impératif. Au milieu du chaos, j'ai l'espoir que chacun de nos actes de solidarité produise un tsunami de soutien pour le peuple palestinien. Quand même, je garde encore l'espoir. J'espère que d'autres se joindront à cet appel pour la justice et demanderont ce changement de paradigme. Et je continue à implorer pour tous et toutes de continuer à invoquer l'esprit qui s'est soulevé par les encampements des universitaires dans les derniers mois et qui a été clairement un témoignage d'humanité. Et une fois de plus de raviver ce que j'appelle l'effet papillon qui a balayé des campus universitaires à travers le monde. Parce que seuls nous sommes fragiles comme les ailes de papillon. Mais si nous commençons à battre les ailes tous ensemble, à l'unisson, ensemble, nous pouvons provoquer une tempête. Et c'est ensemble que nous avons le pouvoir de générer des changements profonds, de surmonter nos fragilités individuelles au nom de notre humanité partagée. Et il est temps de s'exprimer sur ce génocide, qui soit le dernier dans l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup.
rejoins Madame Albanese et je pense que c'est pas un rapport, c'est un témoignage. Et en vous écoutant, on se demande si on peut encore discuter de droit et de droit international, malheureusement. Les étudiants, mais tous mes collègues ici présents, qu'ils soient internationalistes ou pas, savent combien nous sommes mal à l'aise, nous sommes de plus en plus mal à l'aise lorsqu'il est question de l'effectivité du droit international. Vous l'avez dit dans votre rapport, vous l'avez rappelé maintenant. Je pense que, franchement, il n'y a pas peut-être une règle de droit international qui n'a pas été violée depuis 1948. Je ne parle pas actuellement de non-recours à la force, interdiction de l'annexion d'un territoire par la force, droits humains, droits humanitaires, tout. Je pense que ces axes-là permettront peut-être aux étudiants et étudiantes ici présents de poser des questions, parce que je pense que quand il s'agit de génocide particulièrement, la difficulté, c'est que, vous avez dit une chose que je trouve très intéressante, invisibiliser le crime. Et malheureusement, on le voit de plus en plus, et notamment après le dernier accord. Hier, depuis 2 ou 3 jours, on suivait l'application de l'accord et on se perd dans les détails. Ce n'est pas des détails, je sais que la libération des otages, ce n'est pas un détail, mais par rapport à l'ampleur et par rapport à un génocide, je pense que l'accent n'est pas suffisamment mis sur cela, ou alors on s'habitue même au génocide. Et c'est l'impression malheureusement que j'ai. C'est-à-dire avant, quand on disait, les premières fois où on a parlé de génocide pour la Palestine, on était impressionnés, on était déstabilisés. Maintenant, on le dit, on le répète, c'est comme si on va parler comme on parlait avant de l'occupation. Voilà. On normalise, voilà, c'est un fait, on prend acte et c'est tout. Mais sur le plan juridique, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'interrogations, mais pas que sur le plan juridique. Par exemple, par rapport à l'intention, il y a beaucoup de difficultés que vous avez expliquées dans votre rapport, mais pas que ça. Je pense que les étudiants auront des questions ou des remarques, mais les collègues ici présents également. Donc je ne vais pas accaparer la parole, je donne à Manuel Basida qui a tout fait pour que vous soyez présente avec nous. Je le remercie encore une fois et je lui donne la parole pour modérer cette discussion. Merci. Avant de commencer notre débat, je voudrais, au nom du laboratoire du droit international européen et en relation au Maghreb-Europe, remercier chaleureusement Madame Francesca Albanese pour cette conférence si riche, si émouvante et si impressionnante, dont nous avons certainement tiré énormément d'enseignements. En réalité, c'est un privilège pour nous, en tant que membres et jeunes chercheurs du laboratoire, de pouvoir bénéficier de son expertise et de ses réflexions, qui, nous l'espérons, nourriront nos échanges tout au long de cette discussion. Ouvrons ainsi le débat en langue française et en langue anglaise. Un seul conseil à donner, veuillez formuler vos questions de manière simple, concise et directe. Merci. En fait, je m'excuse de vous forcer à utiliser la langue des colonisateurs. Non, les langues sont universelles. C'est un putain de guerre. Merci pour votre intervention et maintenant, Veuillez vous présenter, monsieur. Mohamed Diye Hamemi, doctorant en sciences politiques à Syracuse University. Et donc ma question, elle est sur la même ligne que la remarque du professeur Hamrouni.
aujourd'hui la perspective internationale, lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, à partir de ce qui se passe en Palestine, mais en prenant en considération les dernières déclarations sur le Panama, le Groenland, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Taïwan, est-ce qu'on est en train de voir une implosion du système post-45? Et à quel degré est-ce que cela pourrait affecter les dynamiques internes? Vous avez parlé des manifestations dans les universités. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça a aussi une perception sur l'ordre légal domestique et la question du droit, de l'état de droit domestiquement en même temps, et la question de la démocratie et de la représentation. Voilà. Donc, vu que vous avez voyagé énormément ces temps-ci, quelle est votre perception de la situation? Et d'un point de vue de l'expert, quelle est votre vision des choses? Merci. Madame Tessia. Bonjour, merci Francesca. Comme d'habitude, vous êtes engagée avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace aussi pour parler de ce qui se passe à Gaza. Depuis notre dernière rencontre, il y a quelques mois, on avait une grande interview publiée dans le journal Sabah. Et qu'est-ce qui a changé depuis entre votre premier rapport et le deuxième rapport? Aujourd'hui, après le cessez-le-feu, est-ce que vous avez droit d'entrer à Gaza ou même en Cisjordanie? Vous avez été empêché par Israël d'entrer en contact avec les Palestiniens. Vous parlez le monde entier goûte essentiellement aux fruits amers de l'impunité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec tous ces rapports, avec le rapport des Nations Unies, de l'UNRWA et toutes les organisations internationales, que la situation va changer? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un droit international qui puisse rendre la justice aux victimes? Combien nous faut-il de rapports, combien nous faut-il de victimes pour que le monde, la communauté internationale se rende compte de cette injustice? Merci. Ok. D'accord, ça marche. De toute façon, Dernière question. je vais nulle part, je suis là pour vous. Une dernière question, monsieur. Et on fait un autre tour. Vous permettez? Oui. Merci infiniment, Madame Albanese, et permettez-moi de vous appeler, de vous définir comme étant la déesse de la décennie. Et je suis sûre que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Ce que vous avez fait est absolument historique. C'est pas parce que vous êtes passé par la Tunisie, non, qui est mon pays. Non, c'est parce que je crois que votre œuvre a été une œuvre de courage, qui est absolument à enregistrer par tous et en tout lieu. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de ce que vous avez dit parce que vous avez parfaitement décrit la situation dans ce pays, à tel point que vous avez encore provoqué des sanglots en nous qui n'ont jamais arrêté. Hein. Ça fait des années que ces sanglots nous travaillent tous, mais surtout durant les 15 mois qui viennent de s'écouler et qui peut-être vont encore se prolonger, je ne le souhaite pas. Mais j'aimerais plutôt pour vous poser deux questions très précises. Vous avez préconisé un changement de paradigme. C'est bien beau de dire ça, vous savez, je vous trouve que vous êtes très gentil, très pacifique. Mais comment va se faire ce changement de paradigme? J'aimerais bien que vous nous donniez, si vous pourrez, des solutions pratiques. Solutions pas diplomatiques. Voilà. Au fait, je voudrais bien déplorer aussi le fait qu'il n'y ait pas tellement de diplomates présents ici. Je ne sais pas s'il y en a, mais je ne pense pas qu'il y en ait réellement. Alors l'autre question, ayant vécu les choses de l'intérieur, ayant suivi tous les épisodes et les péripéties
de ce génocide. Comment pensez-vous qu'il y aurait vraiment un État par la suite palestinien? Avez-vous un quelconque espoir que cet État verrait le jour un jour? Merci. Est-ce que vous me permettez de répondre? Ok. Charles. Alors, je voudrais partir de la remarque qui vous avez fait concernant ce qui reste de droit. En fait, vraiment, cette année a causé une souffrance immense parmi beaucoup de gens, inclus moi-même, qui vraiment croient dans le droit, croient dans les droits humains, et pas parce que j'ai une vision idéalisée du droit qui a été octroyé par les États aux citoyens. Non, mais exactement parce que je vois tout le droit qu'on a maintenant bien. Et les droits humains ne seront pas ce qu'ils sont sans les sacrifices des millions de femmes et d'hommes qui ont lutté pour se libérer de l'esclavage, du colonialisme, qui n'est pas encore fini, mais c'est un processus, et pour des conquêtes véritables. Et là, je vois qu'il y a vraiment, que le système en tant que tel est en train de secouer très fort et peut nous tomber sur la